Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Pallez, la PDG de la Française des Jeux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, j'ai regardé un petit peu les indicateurs. Ils sont au vert globalement pour la Française des Jeux. Un chiffre d'affaires en hausse de 11,9% sur 9 mois. Marge opérationnelle qui s'améliore. Perspective rehaussée cette année. Elle est heureuse, Stéphane Pallez ? Moi, je suis heureuse quand je peux battre mes objectifs et le dire à mes actionnaires. Et je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, on est dans une année, non pas exceptionnelle, parce que c'est ce que nous essayons de faire, mais exceptionnelle en termes à la fois d'événements, de perspectives, de performances. Donc c'est une très belle année et qui vient après 5 ans de parcours boursier depuis l'IPO, dont on est objectivement très très fier. Mais il s'est passé beaucoup de choses en 2024, donc on va certainement en reparler. Justement, un petit mot, parce que c'est l'actualité, les turbulences politiques, ça ou ça n'a pas, donc, à part manifestement, d'incidence sur votre activité ? Les gens continuent à jouer, même s'il n'y a pas de budget, même s'il y a des hausses d'impôts à venir, même si... Je pense que on est une entreprise et après il faut jamais insulter l'avenir, mais on est une entreprise qui a vécu différentes conjonctures politiques et qui a beaucoup de clients et qui est de plus en plus diversifiée. Et je pense que tout ça, y compris évidemment notre caractère de plus en plus international, ça fait qu'on est une entreprise beaucoup plus diversifiée en termes de risques, en termes d'activité, et donc on supporte les environnements politiques et économiques variés. Aujourd'hui, en termes de revenus, la France ? Alors avant l'acquisition de Kindred, la France c'est 90% de notre activité. Demain, nous serons un groupe dont 30% de l'activité sera à l'international. Voilà. Donc la France reste évidemment notre principal et restera notre principal marché. Nous sommes un grand opérateur sur le marché français. Nous continuons à nous développer en France. Et c'est notre objectif, mais effectivement nous ajoutons avec l'acquisition de Kindred depuis octobre dernier, nous ajoutons un périmètre européen qui je pense est très intéressant pour le profil de l'entreprise et pour ses actionnaires. On va en parler, mais d'abord je voudrais savoir si sur ces projets de taxation sur les jeux d'argent du gouvernement, est-ce que ces projets sont écartés ou pas finalement ? Parce que j'ai vu que le Sénat a voté la semaine dernière, et vous le savez mieux que moi, une hausse des taxes sur les jeux d'argent dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc alourdissement ou pas de la taxe sur les jeux d'argent, on en est où ? Alors je pense que comme sur beaucoup de sujets, personne ne connaît la conclusion, si je puis me permettre. Donc ce serait très... on ne sait pas, donc on ne sait pas. Ce serait très prétentieux de ma part de dire quelle est la conclusion des débats parlementaires dont on sait qu'ils vont se terminer après les différentes étapes et notamment la CMP par un 49.3. Commission mixte paritaire entre l'Assemblée. Voilà. Donc il est clair que ce débat a été ouvert. Il a été ouvert déjà dès le mois d'octobre où il y a eu des idées de taxation. Dans le projet de budget, il y a quoi ? Il y a une hausse des taxes de toute façon. Alors déjà, l'entreprise Française des Jeux, elle va payer, puisque c'est une grande entreprise, donc elle va payer plus d'impôts sur les sociétés. Ça, c'est combien d'ailleurs, je me posais la question ? N'importe quelle entreprise. Encore une fois, je préfère attendre que la copie soit complètement sèche, puisque le PLF lui-même n'est pas encore abouti. Par ailleurs, il y aura très certainement une hausse des prélèvements sociaux, ça c'est dans le cadre du PLFSS, sur certains jeux d'argent, sur certains segments, et c'est la partie qui est encore, j'allais dire, la plus instable aujourd'hui. Donc nous, je voudrais quand même rappeler que nous sommes un très important contributeur aux finances publiques. Ça fait partie de notre modèle, donc c'est tout à fait assumé, et même au moment de la privatisation, on a mis en place un système fiscal qui a été stable jusqu'à présent et qui a fait que les revenus tirés par l'État de la Française des Jeux, donc 4,3 milliards l'année dernière de recettes fiscales, je ne parle pas des dividendes en tant qu'actionnaire, mais bien des prélèvements publics, ont été tirés par l'État de la croissance de notre activité. Donc la croissance d'activité, elle a été
bénéficiaire pour l'entreprise et ses actionnaires et bénéficiaire pour l'État. Donc ça, c'est un assez bon système, à vrai dire. Donc je suis très vigilante. Faut pas en rajouter une louche, c'est ça le message. Je suis très vigilante au fait qu'on rajoute éventuellement des taxes qui, en réalité, ne sont pas très efficaces en termes de ressources pour l'État, puisqu'elles viendraient finalement financer, elles viendraient rapporter relativement peu à l'État par rapport à ce que nous rapportons aujourd'hui et qui a régulièrement augmenté depuis qu'on est privatisé. Donc pour vous, c'est bon, il y a assez de taxes et de... Comme dans beaucoup de secteurs, le secteur des jeux d'argent en France est très bien taxé. Comparativement d'ailleurs à ce qui se fait à l'étranger, j'ai aucune idée. Il est plus taxé. Alors il est plus taxé, notamment dans les paris sportifs quand on fait des comparaisons. Il est plus taxé. C'est le modèle français. Il y a d'autres aspects. La régulation n'est pas la même non plus. Donc il faudrait faire une comparaison globale. Mais on est déjà à des niveaux de fiscalisation très importants et encore une fois qui font partie du modèle du secteur. Mais il faut trouver le bon équilibre pour que ça soit et on y est. Efficace. Et disons qu'il ne faut pas trop le distordre. Bon, fin octobre, une importante menace s'est effacée avec l'issue de l'enquête de la Commission européenne sur l'attribution, il faut expliquer ça, du monopole par l'État français à la Française des Jeux sur la loterie et les paris sportifs physiques. C'est un soulagement parce que la Commission européenne qui a statué, je donne les chiffres, vous me dites si je me trompe, sur un complément de prix de 97 millions d'euros a versé l'État pour ce monopole de la Française des Jeux sur les paris sportifs et les jeux de loterie. C'est moins manifestement que ce que vous redoutiez. Je disais que la Banque City avait évoqué un montant de plus d'1 milliard, donc finalement... Oui, alors moi je ne redoutais pas 1 milliard, ouais. mais tant que mes investisseurs n'avaient pas une décision de la Commission européenne, c'était une épée de Damoclès. Donc je pense que c'est surtout une très bonne nouvelle pour les investisseurs, puisque maintenant ils ont une décision qui dit quelque chose de très très important, puisqu'il y a un aspect aussi solidité juridique de notre modèle qui dit qu'il n'y a pas eu d'aide d'État. Il n'y a pas eu d'aide d'État. Donc il y a eu un ajustement des paramètres de calcul de la soulte qui est ce qu'on a versé à l'État pour sécuriser ses droits exclusifs. Mais la Commission dit qu'il n'y a pas eu d'aide d'État et par ailleurs considère effectivement que l'ajustement des paramètres de calcul pour nous faire payer 97 millions de plus que les 380 qu'on avait payés à la privatisation est correct compte tenu des hypothèses. Ça a été un soulagement au moment où vous l'avez appris ? C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ce risque juridique maintenant qui pesait sur l'action, il faut le dire, il est levé. Hein. C'est une très bonne nouvelle et qui a été saluée à juste titre sur les marchés parce que beaucoup d'investisseurs que je voyais très fréquemment disaient nous, on aime beaucoup la Française des Jeux, on pense que c'est une très bonne entreprise, que vos résultats et vos performances sont excellents, mais on a besoin d'être fixé sur ce risque et donc aujourd'hui ils sont fixés. Donc c'est une excellente nouvelle. Et c'est derrière nous, enfin derrière vous. Il faut qu'on parle de l'offre de rachat, vous l'avez évoqué Stéphane Pallez, de Kindred, donc Unibet, on connaît bien Unibet, qui est donc un succès, 99% du capital ou pas loin sont entre vos mains. Rachat donc à 2,5 milliards d'euros, grosse acquisition. On peut le dire, vous changez de dimension. On change de dimension. On change de dimension puisque on change de dimension à la fois de manière quantitative, puisque l'entreprise va devenir non pas 2 fois plus grosse, mais un bon tiers plus gros. Si on regarde tous les chiffres tels qu'on les projette aujourd'hui. Mais surtout, je pense qu'on change de dimension, d'abord en termes d'international, puisqu'on était principalement une entreprise française. On avait déjà acquis la loterie irlandaise donc, en octobre 2023, mais c'est d'une taille beaucoup plus petite par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc on devient un acteur européen. Ça nous transforme parce qu'on devient à 30% un acteur européen. Ouais. On devient un acteur qui peut, déjà factuellement aujourd'hui, dire qu'il est dans les 3 plus gros acteurs européens et qui ambitionne d'être un leader européen. Sinon, le leader européen, ça dépend comment on compte, mais on est... Britannique Flutter, c'est lui le Flutter est un acteur mondial. Donc si on prend la partie européenne, on est tout à fait dans la même cour.
nous ne sommes pas aux États-Unis. Donc, mais si on regarde effectivement le périmètre européen et les acteurs qui sont sur le périmètre européen, on est aujourd'hui dans la cour des trois premiers leaders européens. Donc c'est à la fois factuel et c'est une ambition, parce qu'être un leader, c'est pas juste un instant de raison, c'est une perspective, c'est un développement, ça continue dans la durée, c'est un secteur qui est de plus en plus consolidé, de plus en plus en concurrence. Donc ça, c'est le premier élément, c'est d'être capable de jouer dans la cour des meilleurs, voilà, et d'être dans les meilleurs. Ça nous apporte aussi une très grande diversification du digital, de nos activités, du paris sportif, donc de l'Europe, c'est ça, voilà, Europe. On est 30% international, 30% en concurrence, 30% digital. À peu près, avec autour de 30%. Donc ça modifie quand même considérablement notre profil d'une manière qui, moi, je pense, est très positive, parce que, encore une fois, la diversification, je pense que c'est un modèle auquel on croit, et là, nous sommes plus diversifiés, et en termes de segments, et en termes de marché. Voilà, donc ça c'est intéressant. Deuxièmement, on renforce notre poids dans les activités en ligne, qui sont des activités qui ont des taux de croissance supérieurs à l'activité physique, donc continue d'avoir une activité très importante dans le réseau et qui est en croissance, mais qui est avec des taux de croissance. Ça pèse combien le réseau physique par rapport au digital aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le digital, c'est 14% de notre activité. Si je prends la loterie en France, et même donc notre activité aujourd'hui, tout compris, on est à 14-15% de digital. Donc on passe à 30% de digital avec Kindred sur la totalité du C'est plus rentable ou pas, le digital, pour vous ? Je me dis que oui, puisqu'il n'y a pas le réseau. Ça dépend. Enfin, je veux dire, en France, c'est clairement plus rentable, puisque effectivement, nous n'avons pas à payer la commission à nos détaillants. Donc, nous avons d'autres types de dépenses sur le digital, mais au total, effectivement, le digital a une meilleure profitabilité que le physique sur le marché français. Dans le domaine des paris en ligne en concurrence, effectivement, il n'y a pas de rémunération des commerçants, mais en revanche, c'est un domaine qui est extrêmement compétitif sur tous les marchés, sur le marché français comme sur les marchés européens sur lesquels nous sommes. Donc l'autre élément aussi qui est très très important, les autres éléments très importants sur Kindred, c'est que dans le domaine précisément des paris sportifs en concurrence, on était en France un acteur qui était en croissance, mais là on devient le numéro 3 du marché. Donc on change clairement aussi de taille sur ce marché. Ce sont des marchés sur lesquels on a besoin de taille pour faire les investissements nécessaires et être dans la concurrence. Et surtout, on devient, encore une fois, un acteur européen avec de très forts actifs technologiques qui sont en fait la base de ce métier. C'est un métier dans lequel on investit sur des plateformes technologiques, des services clients mutualisés, avec ensuite des différences marché par marché en fonction des régulations, mais dans lequel l'effet de taille et la capacité de mutualiser ces bases technologiques et ce savoir-faire qui est lié à ces métiers est très très important, et c'est ça aussi qu'on trouve avec cette acquisition. J'aurais dû vous poser la question avant, les blockbusters de la Française des Jeux, c'est quoi ? Alors attendez, là vous êtes reparti sur un autre sujet. Oui, je sais. Et juste sur Kindred pour finir. Non mais je me posais la question parce qu'on parle beaucoup d'investissement, mais sans rappeler un peu les différents jeux. Juste pour clore sur Kindred, impact positif de cette acquisition sur vos résultats dès 2025 ? Alors ce qu'on a dit quand on a donc annoncé cette acquisition en janvier dernier, c'est que cette acquisition serait relutive en termes de bénéfices par action de l'ordre de 10%. Oui. Voilà. Pour l'instant, nous n'avons pas donné d'autres guidelines, puisqu'en fait, là, nous venons d'acquérir, donc octobre, finalisation de l'OPA que nous avions lancé donc, après avoir ramassé donc, 98% des titres. Là, on est en train donc, de délister l'entreprise Kindred, qui va devenir en fait une entité FDJ, et nous annoncerons nos guidance Kindred compris au moment de nos résultats annuels mars prochain,
et probablement avec un plan stratégique qui va suivre derrière dans les mois qui vont suivre. Donc on va donner une perspective beaucoup plus précise et beaucoup plus aussi profonde sur ce que ça apporte nos actionnaires. Mais je répète, c'est une acquisition qui est relutive pour nos actionnaires en termes de bénéfices par action, compte tenu de la manière dont on voit le cumul des deux entreprises, les synergies qu'on va avoir notamment sur le marché français, le fait que aussi on optimise notre bilan, puisque nous avons aussi, à cette occasion-là, donc suite à cette acquisition, lancé notre première émission obligataire, 1,5 milliard d'euros, donc la première semaine de novembre, avec un très très bon résultat en termes de niveau de souscription et de coupons. Combien d'ailleurs le coupon ? Très compétitif. Donc on est sur 3 tranches, donc 3 durées différentes. La moyenne c'est 3,3. Donc on est content aussi. Voilà, donc tout ça se profile très bien. On va parler de l'action, pardon, je pose cette question-là, parce que c'est vrai que pour que ça intéresse évidemment tout le monde et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent à la Française des Jeux en termes de... Quels sont les blockbusters en matière de jeux ? Mais les blockbusters, on en a, j'allais dire, beaucoup, puisque justement notre modèle c'est une entreprise avec plusieurs activités. Donc dans la loterie, les blockbusters, donc dans nos grands jeux de tirage, Euromillions, Loto. On a rajouté un autre jeu de tirage européen qui s'appelle Eurodreams il y a un an, qui vient compléter la gamme de jeux européens qui était donc essentiellement, qui était juste Euromillions à ce stade. Et puis après on a toute cette gamme de jeux de grattage dont le modèle est d'avoir des blockbusters qui sont très très connus. Alors quand je dis Cash, ou quand je dis Astro, ou quand je dis mots croisés, tout le monde les connaît, et auxquels on ajoute en permanence des nouveautés. Alors des nouveautés thématiques, patrimoine, Mission Nature, ça c'est nos jeux, j'allais dire, qui financent des projets d'intérêt général. Et puis, en matière de numérique, on ajoute maintenant de plus en plus des jeux qui sont conçus exclusivement en ligne, avec des parcours différents, et dont certains aujourd'hui, c'est pas les mêmes montants que ceux qu'on a sur un loto ou un Euromillions, mais certains sont très forts. Et puis à côté, les paris sportifs, le poker, les paris hippiques. Donc voilà. Il y a des jeux qui marchent moins bien quand vous les lancez au final. Qu'est-ce que vous imaginiez ? Oui, bien sûr, mais c'est pas, on peut pas. Enfin, c'est une science à la fois. On essaie de le faire d'une manière évidemment très business, très rationnelle. Donc, on est les spécialistes des études consommateurs. On sait la couleur que les gens préfèrent sur les tickets. On sait qu'il y a des symboles auxquels. Et alors, c'est quoi la couleur ? Alors, c'est la couleur de votre chemise. Non, pas toujours. Non, en fait, alors, la vérité, c'est que pour un jeu d'argent, la couleur préférée, c'est quand même quand elle évoque l'or. D'accord. Voilà, donc, mais après, et encore une fois, ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui ont un côté très je veux gagner. Il y a des jeux qui, encore une fois, sont des jeux à cause. Donc, quand on parle de patrimoine, le fait qu'on illustre par des monuments, c'est très important aussi. Bon, on est sur Boursorama, et donc il faut qu'on parle de cours boursier, évidemment, d'autant qu'il se passe des choses de bien, comme globalement 15% de hausse depuis le début de l'année, donc 14% sur 6 mois. J'imagine que c'est l'effet notamment de la décision de la Commission européenne qui a libéré un peu les énergies. Ça a commencé avec Kindred. C'est-à-dire que Kindred a été très bien accueilli par nos investisseurs, et après on a eu de très bons résultats. Donc au premier semestre, des résultats tout à fait excellents aussi sur 9 mois, avec donc une légère rehausse de notre guidance sur l'année. Ensuite la clôture de Kindred, ensuite la Commission européenne. Oui, donc la séquence est bonne. Une très bonne séquence, et donc nos investisseurs ont parfaitement compris qu'on était sur une très bonne séquence. Le magazine Le Revenu vous qualifie, j'aime bien l'expression, de valeur défensive de croissance. C'était bien vu.
Moi, j'aime bien, je suis ravie de cette expression parce que c'était... C'est ce que vous êtes, FDJ, c'est une valeur défensive de croissance. C'est ce qu'on est. Je me souviens que quand je parlais de cela au moment de l'IPO, les gens disaient, bon, déjà, c'est très bien d'être une valeur défensive avec un bon rendement, donc on est très content de vous acheter pour ça. Je leur dis, oui, mais... Il n'y a pas que ça. On va pouvoir mettre une couche de croissance au-dessus, dans la durée, et c'est ce qu'on est en train de faire, donc je pense que c'est une excellente expression. Bon, quel potentiel d'appréciation, encore une fois, pour le titre, c'est pas facile, mais après, le record est énorme, mais le record est à 51 €. Il date de juin 2021. Oui. C'est un objectif de se dire, il faut qu'on retourne sur les plus hauts. Moi, je suis toujours pour avoir de grandes ambitions. Et effectivement, le fait d'avoir été à 51 €, par définition, on se dit que c'est un objectif qui doit être atteignable. Les conditions, l'environnement était très différent quand on était à 51 €. Donc, c'était avant l'ouverture de la Commission européenne. Donc là, on en a rattrapé un morceau. C'était aussi, on était, rappelez-vous, en fait, en sortie de Covid. Et en fait, on était une des entreprises qui, d'une certaine manière, est sortie le plus vite et dans les meilleures conditions du Covid, parce que notre activité a repris très vite et avec une part du digital qui, entre-temps, s'était accrue et donc qui était extrêmement bonne et pour notre croissance et pour notre rentabilité. Voilà, donc c'est toujours difficile de reconstituer les mêmes facteurs, mais là, je pense qu'avec nos acquisitions, nous avons trouvé de nouveaux vecteurs de croissance pour le futur et de rentabilité. Donc évidemment, moi j'ai l'ambition de continuer la croissance de l'entreprise et j'espère qu'elle va bien se refléter sur le marché action. Bon, sur le ratio de valorisation, j'ai regardé, on est sur 14 fois les bénéfices attendus sur 2025. Je n'arrive pas à me rendre compte, la valorisation de la Française des Jeux à 14 fois en PER 2025 à 14, c'est attractif par rapport à vos concurrents, par rapport à vos pairs? C'est tout à fait attractif. C'est tout à fait attractif. Tout à fait. Non, c'est une très bonne valorisation. Donc nous sommes clairement dans le secteur, dans les entreprises bien valorisées aujourd'hui et encore une fois en particulier maintenant. Alors on peut avoir, il y a quelques entreprises éventuellement dans le secteur qui bénéficient de l'effet américain dont on parlait au départ, où comme on le sait, quand on a à la fois une activité qui fonctionne bien, comme Flutter et qu'on est aussi coté aux États-Unis, ce qu'ils viennent de faire, on peut avoir un petit boost. Mais nous, avec notre modèle dans un cadre européen, c'est un bon niveau de valorisation. Avec un rendement, on ne l'a pas dit, j'ai plus le chiffre en tête, c'est quoi, 4-5% de rendement sur le titre? Alors c'est plutôt 4. 4 hier, 4, j'ai plus. Plutôt 4, voilà. Avec de la visibilité aussi à venir. Voilà, nous, encore une fois, c'est pour ça qu'on est défensif, c'est-à-dire que nous, on vend du rendement récurrent, avec de la visibilité, et c'est la première raison pour laquelle nos investisseurs sont avec nous, nos investisseurs institutionnels, nos investisseurs, nos actionnaires individuels aussi, 400 000, quand même depuis l'IPO. Donc, et on pense qu'encore une fois, on peut aussi rajouter par rapport à ce rendement récurrent une dose de croissance dans le futur, donc de belles perspectives. Allez, merci pour cet entretien avec vous, Stéphane Pallez, la PDG de la Française des Jeux, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt. Merci.